Vous écoutez Crime Story, le Barbe Bleue de l'Essonne, 2e et dernier épisode. À l'été 2010, Julie, 26 ans, vient porter plainte dans un commissariat de l'Essonne contre son ex-fiancé Jamel Lelmi. Elle le soupçonne d'être derrière l'agression qui a failli lui coûter la vie 6 mois plus tôt, alors qu'elle voyageait avec lui au Maroc. Julie venait justement de souscrire des assurances-vie qui, si elle était morte brutalement, auraient rapporté à Jamel Lelmi 7 millions d'euros. En cherchant à en savoir plus sur cet homme, les gendarmes découvrent qu'il est déjà marié. C'était en novembre 2006, avec Kathleen, une jeune femme originaire du Var. Mais seulement quelques mois après avoir célébré cette union, Kathleen a eu un accident de la route. Et après une semaine de coma, elle est morte. Ce n'est pas tout. Peu de temps avant, elle avait pris une assurance vie. Et grâce à ce contrat, Jamel Lelmi a touché 1 200 000 euros. Quand sa femme Kathleen meurt, Jamel Lelmi dit découvrir avec surprise qu'il est le bénéficiaire de 4 contrats d'assurance vie à son nom. Malgré les revenus modestes de Kathleen, environ 15 500 euros par an, elle s'était engagée à payer plus de 2 600 euros chaque année pour que son compagnon reçoive une forte somme d'argent en compensation si elle venait à mourir. À sa mort, il peut donc prétendre à une indemnisation de près de 2 millions d'euros. Certaines des compagnies rechignant à payer, il touche finalement 1 200 000. Grâce à ce pactole, il s'offre dans l'année 2 pavillons, un appartement, un 4x4, un jet ski et un quad. Mais il ne parle du décès de sa femme et de l'argent qu'il touche à personne. Il justifie son nouveau niveau de vie par ses soi-disant combats de MMA, outre-Atlantique. Au mois d'août 2009, Jamel Lelmi investit 200 000 euros pour ouvrir Coco Island, un hangar de 900 mètres carrés transformé en aire de jeu pour les enfants, toujours dans l'Essonne, à Aigli. Les statuts de cette nouvelle entreprise sont rédigés gratuitement par l'une de ses maîtresses qui travaille dans un office notarial. 3 femmes sont embauchées pour travailler dans le parc. Il entretient alors une relation amoureuse avec 2 d'entre elles simultanément. C'est dans ce parc que Jamel Lelmi rencontre peu de temps après Julie. Damien Delseny, à la lumière des déclarations de Julie et de ce que les enquêteurs ont découvert sur ce précédent mariage, il pense que Jamel Lelmi aurait en fait commandité la mort de son épouse Kathleen. Bon, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui les interpellent forcément. D'abord, Jamel Lelmi, il ment. Il ne parle à personne de cet argent qu'il a touché après la mort de Kathleen, de ces 1 200 000 euros. Et surtout, les gendarmes s'aperçoivent que personne n'était vraiment au courant autour de lui qu'il avait épousé cette jeune femme. Ensuite, Jamel Lelmi, c'est le seul témoin vivant de cet accident. C'est donc le seul qui prétend avoir vu cette voiture qui les aurait percutés et qui se serait enfui. Il n'y a aucun autre témoin, puisqu'on se rappelle que c'était en pleine nuit, en plein hiver. Juste ce témoignage de Jamel. Donc, à l'époque, évidemment, l'enquête qui va être menée sur cet accident, elle va vite être classée, puisque les gendarmes, ils n'ont aucun élément. Ils ne peuvent pas retrouver cette fameuse Clio dont parle Jamel. Donc, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui interpellent les gendarmes. A posteriori, les gendarmes, ils s'interrogent sur la position dans laquelle a été retrouvé Jamel Lelmi par les témoins qui ont appelé les secours juste après l'accident de Kathleen. Oui, parce qu'en réalité, ces témoins, ils ont tous eu un peu la même impression, c'est que quand ils arrivent sur les lieux de l'accident, ils voient Jamel Lelmi qui est couché littéralement sur le corps de Kathleen, mais tellement couché qu'ils ont eu presque cette impression qui leur est revenue après que il était presque en train de l'étouffer. Enfin, c'était pas quelqu'un qui essayait de ranimer une victime, c'était plutôt quelqu'un qui était dans une position où on sentait qu'il voulait quelque part l'asphyxier. À l'époque déjà, la mère de Kathleen avait fait part de ses doutes sur les circonstances de la mort de sa fille. Cette maman, elle s'appelle Brigitte et déjà, elle va découvrir, lorsque sa fille a un accident et qu'elle est dans le coma à l'hôpital, elle va découvrir que sa fille s'est mariée. Elle ne le savait même pas. Elle va donc faire la rencontre de Jamel Lelmi pour la première fois dans les couloirs de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Elle va tout de suite pas tellement sentir le bonhomme et avoir quelques a priori sur lui. Et puis surtout, ce qu'elle explique aux gendarmes, c'est qu'elle connaît quand même bien sa fille. Elle dit, moi ma fille c'est pas du tout une sportive, alors aller faire du vélo en plein hiver à 17h30 en pleine nuit, habillée tout en noir et sans lumière, ça lui ressemble pas vraiment. Donc
Elle fait part de ses doutes, elle fait part de tout ça. Il y a quand même toute cette histoire de mariage où elle n'est pas au courant. Alors, elle vivait, elle, dans le Var, hein, Brigitte et sa fille s'étaient installées en région parisienne, mais enfin, elle se parlait au téléphone. Elle trouve totalement ahurissant qu'elle n'ait même pas été au courant que sa propre fille s'était mariée. Voilà, donc ça, c'est ses impressions à elle, mais à ce moment-là de l'enquête et de l'enquête sur l'accident en lui-même, elle n'est pas en réalité auditionnée par les gendarmes. Pendant 3 ans, Brigitte tente de faire bouger la justice sur le dossier de sa fille. Surtout quand elle apprend l'importance du montant de son assurance vie. Connaissant la situation modeste de Kathleen, elle était loin d'imaginer que ce contrat pouvait se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros. De plus en plus suspicieuse à l'égard de ce Jamel Lolmi, Brigitte demande la réouverture du dossier pour charge nouvelle. En vain. L'enquête initialement conclue par un non-lieu est finalement rouverte au moment du dépôt de plainte de Julie, en juin 2010. Le mardi 3 août 2010, Jamel Lolmi est interpellé et placé en garde à vue. Il explique aux enquêteurs qu'il n'était pas au courant que ces contrats assurance-vie existaient. Il dit l'avoir découvert dans le cas de Kathleen à sa mort et dans le cas de Julie quand les gendarmes sont venus l'interpeller. L'examen de ses comptes en banque montre au contraire que c'est lui qui payait pour ses assurances-vie, comme il payait pour les 5 autres contrats conclus par une nouvelle conquête, Karine. Rencontrée en 2010 dans un club libertin de Pigalle à Paris, Karine a elle aussi souscrit, juste après le début de sa relation avec Jamel Lolmi, des assurances-vie à son profit. Cette fois pour un montant potentiel de 3 200 000 €. Ce sont les gendarmes eux-mêmes qui sont venus l'avertir du danger qu'elle courait selon eux et qui lui ont fait résilier ses contrats juste avant d'interpeller Jamel Lolmi. Là, Damien, on a 3 femmes qui ont croisé la route de Jamel Lolmi et qui ont souscrit des assurances-vie, une qui est morte dans un accident, une autre qui a failli mourir. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Oui, parce qu'en réalité, les gendarmes, ils ont la certitude qu'ils sont face à un scénario qui se répète à chaque fois, c'est-à-dire séduction, rencontre et automatiquement souscription d'assurance-vie. Au moment où les gendarmes interpellent Jamel Lolmi, il n'est plus avec Karine, mais il est avec une autre femme qui s'appelle Céline. Ouais, c'est un peu les relations de Jamel Lolmi, c'est un peu des poupées russes, hein, c'est-à-dire qu'on en découvre à chaque fois une nouvelle. Et là, effectivement, les gendarmes s'aperçoivent qu'il est en couple avec une certaine Céline, qui est d'ailleurs chronologiquement une compagne assez ancienne, puisqu'ils se sont pacsés ensemble en 2004, donc avant même de rencontrer Kathleen, avant même de rencontrer Julie, avant même de rencontrer toutes les autres, il était pacsé avec cette Céline. Céline, c'est en quelque sorte la vraie compagne de Jamel ? Bon, en tout cas, c'est celle qu'il connaît depuis le plus longtemps, et puis c'est une femme qui est toujours présente un petit peu dans sa vie. D'ailleurs, quand il a cet accident de vélo avec Kathleen, c'est la première personne qu'il appelle, c'est Céline. Il s'est même ensuite installé chez elle après l'accident, quand il était encore en convalescence, et il est resté en fait chez elle, même si tous les deux disent mais on a repris une relation amoureuse finalement qu'en 2008, donc après la mort de Kathleen. Qu'est-ce qu'on sait d'elle exactement ? Alors, elle a 39 ans. Elle est cadre dans une grande entreprise, elle gagne plutôt bien sa vie. Elle a des activités aussi annexes, elle est bénévole pour les Restos du Cœur. Elle a également accompagné par le biais d'une association des enfants qui visitent leur père en prison. Elle a aussi donc été bénévole à l'Observatoire international des prisons, qui est une association qui s'occupe un peu des conditions de vie des détenus. En fait, le seul point commun qu'elle n'a pas avec toutes les autres femmes qui ont croisé Jamel Lolmi, c'est qu'elle n'a jamais souscrit de contrat d'assurance vie. Quand les gendarmes placent Jamel Lolmi en garde à vue et le mettent face à tous ces faits, comment est-ce qu'il réagit ? Alors, il va tomber des nues, hein, on l'a dit. Il dit, moi, les contrats d'assurance vie, je les découvre, j'étais pas au courant. Donc, il va évidemment dire qu'il est totalement innocent et que c'est cette succession à la fois d'accidents, de morts, de situations quand même un peu étranges. Lui, il va attribuer ça à ce qu'il appelle un malheureux concours de circonstances. Mais évidemment, c'est une explication qui ne va pas du tout convaincre les gendarmes. Jamel Lolmi est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et escroquerie. Il est placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Le lundi 28 avril 2014, le procès de Jamel Lolmi s'ouvre devant les assises de l'Essonne à Évry. Il y comparaît pour assassinat sur la personne de Kathleen en 2007 et tentative d'assassinat sur la personne de Julie en 2009. Julie
Derouet arrive en larmes à la cour d'assises. Dans quelques instants, elle va se trouver face à Jamel, son ancien fiancé, son prince charmant qui la couvrait de cadeaux et qui lui avait offert le mariage. Mais durant un voyage au Maroc avec Jamel, Julie a frôlé la mort lors d'un mystérieux accident de voiture. Elle accuse aujourd'hui son ancien fiancé d'avoir tenté de l'assassiner pour toucher une assurance décès. Pour sa défense, il a choisi le célèbre avocat pénaliste surnommé acquittator, Éric Dupond-Moretti. De l'autre côté, c'est maître Cathy Richard qui assure la défense de Julie. Quand Jamel Lolmy, 36 ans, se présente devant les juges, il est déjà emprisonné depuis 4 ans. Mais sa version des faits n'a jamais varié. C'est donc logiquement que dès sa première intervention, il conteste l'accusation. Aujourd'hui, comme depuis la jeunesse de cette procédure, déclare-t-il, « Je clame mon innocence. Que tout le monde sache, je suis innocent, de tous les chefs d'inculpation. » Lors de la première journée d'audience, la personnalité de l'accusé est passée au crible. Un portrait à tiroir, avec d'un côté des proches qui le décrivent comme sensible, généreux, travailleur, attentionné, un peu vantard certes, mais défenseur des femmes, choqués par les violences qui leur sont faites. De l'autre, des gens plus éloignés ou des conquêtes féminines qui mettent en avant son côté charmeur, séducteur. Mais est-ce un défaut ? Demande son avocat, maître Éric Dupond-Moretti. Sur le plan judiciaire, il n'a pas de casier, dit-il. Sur le reste, on est dans le subjectif. Damien, tout au long de ce procès, Éric Dupond-Moretti insiste sur les failles du dossier, et il y en a. Oui, il va faire son métier d'avocat. Il va notamment insister sur l'accident et la mort de Kathleen en 2007, en s'appuyant sur effectivement des conclusions différentes des experts qui ont été missionnés pour enquêter sur les causes de la mort de Kathleen et qui ne parviennent pas en gros à trancher en faveur soit d'un véritable accident ou d'un assassinat. Il va aussi beaucoup insister sur l'autre chef d'inculpation, sur la tentative d'assassinat de Julie en 2009. Et là, il va produire devant les jurés plus de 1800 textos, SMS échangés entre Julie et Jamel Lolmy en 3 mois seulement. En faisant ça, en fait, il veut démontrer d'abord qu'il n'a jamais été question de mariage, comme le disait Julie, en tout cas pas dans ces échanges-là, et que Julie se place dans une position de victime, alors que selon lui, ces textos, ils prouvent qu'elle harcelait plutôt Jamel. Et il va même aller plus loin, Éric Dupond-Moretti, puisqu'il va évoquer cette fameuse agression au Maroc, et il va sortir des témoignages du dossier qui contredisent un peu la version de Julie, notamment en disant cette fameuse voiture qu'elle occupait, où elle soi-disant ressentit un choc avant de sortir de la route, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de trace de choc sur la voiture, donc il n'y a peut-être pas eu de choc. Et en plus, il va produire aussi des procès-verbaux des secours marocains qui, eux, ne confirment pas que Julie était dans le coma lorsqu'elle a été prise en charge. Donc, en clair, il va essayer d'introduire une forme de doute chez les jurés, en tout cas de les faire un peu soupçonner que Julie peut avoir aussi inventé cette agression. Malgré tout, il y a des éléments irréfutables, et notamment les assurances-vie souscrites par Kathleen, Julie et Karine au profit de Jamel Lolmy. Ouais, ça c'est quand même le socle de l'accusation, et c'est le socle évidemment des soupçons qui pèsent sur Jamel Lolmy, parce que on voit bien le côté, encore une fois, le scénario, le séducteur qui envoûte un peu ses conquêtes, qui les manipule ensuite, qui leur fait souscrire des contrats d'assurance vie. On fait pas ça systématiquement avec toutes les femmes qu'on rencontre en théorie. Et puis évidemment, ces morts qui lui permettent de toucher le pactole, ou en tout cas d'essayer de le toucher. Mais ça aussi, là-dessus aussi, la défense de Jamel Lolmy va avoir une autre thèse. Ils vont parler de 2 hommes à qui Jamel Lolmy avait prêté plus de 200 000 € qu'il n'a jamais revus, et qui seraient derrière cette espèce de complot pour empêcher en fait Jamel Lolmy de porter plainte et qu'il renonce à cette somme. Il va y avoir une histoire de reconnaissance de dette de 610 000 € qui aurait été signée. Donc la défense va essayer d'instiller encore une fois une espèce de fumée autour de tout ça, en disant en fait on accuse Jamel Lolmy, mais c'est peut-être ces 2 hommes qui devaient de l'argent à Jamel Lolmy. Est-ce que la compagne de Jamel, Céline, elle est suspectée de quelque chose, elle ? Alors, elle a été entendue plusieurs fois pendant l'enquête, mais elle n'a jamais joué un rôle véritablement actif dans les faits qui sont reprochés à Jamel Lolmy, que ce soit l'assassinat de Kathleen ou la tentative d'assassinat sur Julie. Alors, les gendarmes se sont beaucoup quand même questionnés, parce qu'elle est toujours un peu présente dans la vie de Jamel Lolmy. Elle le connaît depuis le début des années 2000, ils se sont pacsés, puis elle est intervenue comme ça dans sa vie en tant que compagne quasiment officielle. Donc
Voilà, elle lui a même fourni un alibi, et a témoigné plusieurs fois en sa faveur pendant l'enquête, mais clairement, il n'y avait pas assez d'éléments pour en faire une complice au sens juridique du terme. Jusqu'à la fin du procès, il y a un réel suspense sur la condamnation ou non de Jamel Lelmi. Oui, parce qu'on est dans le cas de figure où on a un accusé qui nie tout depuis le début et avec une défense qui a beaucoup cogné sur la procédure, sur ces zones d'ombre. Il faut savoir qu'il y avait quand même une partie de l'enquête qui avait été menée sur la tentative d'assassinat de Julie au Maroc. C'est toujours compliqué quand il y a des enquêtes qui sont menées à l'étranger. C'est parfois un peu moins clair et les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ils vont vraiment taper sur cette enquête en disant « mais il y a trop de zones d'ombre, nous on a un client qui nie depuis le début ». Ils espèrent évidemment, comme c'est un jury populaire, ils espèrent faire douter une partie des jurés pour obtenir l'acquittement. Mais finalement, ce jury va le déclarer coupable et il va être condamné le jeudi 22 mai 2014, après 3 semaines de procès, à 30 ans de réclusion avec une peine de sûreté de 15 ans. 30 ans de réclusion criminelle, les yeux baissés, mains croisées devant lui. Dans le box, Jamel Lelmi reste impassible. Les jurés ont donc été convaincus par la description que l'accusation avait fait de l'ex-prof de techno, celle d'un être cupide, calculateur, prêt à tout pour gagner. L'affaire Lelmi, ce sont des femmes fragiles, séduites, qui toutes ont souscrit des assurances d'essai faramineuses à son bénéfice, un mode opératoire qui a supplanté l'épreuve. Jamel Lelmi fait appel. Du mardi 19 janvier au jeudi 11 février 2016, un nouveau procès a lieu devant la Cour d'appel de Paris. Après de longs débats, il est finalement reconnu coupable une nouvelle fois de l'assassinat de Kathleen et d'avoir commandité celui de Julie. Il est condamné comme la première fois à 30 ans de réclusion criminelle, dont 18 de sûreté, soit un peu plus qu'en première instance. Jamel Lelmi se pourvoit en cassation. Le mercredi 29 mars 2017, la Cour de cassation rejette son pourvoi. La condamnation de Jamel Lelmi est définitive. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.